accoucher, qui était aussi faiseuse d'anges, qui aidait à faire des IVG. Donc des femmes qui ont, par leur savoir, leur expérience, formé d'autres femmes qui les ont accompagnées dans leur vie de femme. Et puis il y a eu une époque où juste des femmes qui parlent entre elles et qui échangent des savoirs, elles vont prendre du pouvoir, ça fait trop flipper, donc hop, c'est des sorcières, terminé. En plus, quelques progrès aussi qui font que la médecine est passée dans la technicisation. C'était très intéressant sur la pasteurisation, etc. Et puis d'autres étapes, les antibiotiques et tout. Et on est dans vraiment deux cultures professionnelles hyper différentes qui font que le médecin maintenant scientifiquement est convaincu que l'allaitement est super. Et par contre, ce partage entre pairs, entre femmes ou avec des professionnels qui sont dans le pratico-pratique, c'est à reconstruire, quoi. D'autant que qui étaient des nonnes. D'accord. Et les infirmières qui étaient à la base des nonnes. Donc a priori, qui n'avaient jamais vécu la maternité. Ouais, c'est vrai. Et puis d'autant plus que du fait des conditions de travail, il y a peu de personnes dans le médical qui peuvent se permettre d'allaiter. Ouais. C'est super compliqué pour une femme. J'ai accompagné quelques femmes à l'hôpital et généralement elles serrent quand elles reprennent le travail, c'est très compliqué. Donc elles n'ont même pas cette possibilité d'expérience. Et après, ce que tu dis sur l'origine, la puériculture, du coup j'en ai pas parlé. En fait, ça s'est monté parce que donc, sur toute cette histoire de nourrice, les femmes qui devenaient nourrices, elles abandonnaient leurs enfants pour la plupart. Donc on avait un nombre de bébés allaités qui était énorme. Et du coup, la puériculture s'est montée. Et l'objectif de la puériculture, c'était d'arriver à faire survivre des enfants sans leurs parents. Donc forcément, il n'y a pas de question d'allaitement. Et fin du 19e, il y a une étude qui est sortie sur le fait que les enfants mettaient 3 heures à digérer le lait, qui est du lait animal. Et du coup, ça a été instauré dans tous les hôpitaux, parce qu'on avait des pouponnières dans les maternités, et les orphelinats, que l'enfant nourrissait toutes les 3 heures, comme ça c'était pratique, quoi. À l'époque, de toute façon, un bébé pleurait parce qu'il pleurait. Et voilà, il n'y avait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui, tout ce qu'on met en place. Et ça, c'est sûr que ça impacte aussi beaucoup. Mais par contre, je suis pleine d'espoir, en tout cas sur Grenoble. J'ai accompagné pas mal de mamans, médecins de PMI, infirmières, cuir, etc. sur l'allaitement, et qui s'intéressent. Et je trouve qu'il y a une nouvelle génération de femmes médecins qui a envie de changer un peu ça. Et après, au-delà des mamans pour qui l'allaitement est super compliqué, parce que j'ai sur des amis, ça rejoint un peu le mien, il y a vraiment cette non-connaissance de, en fait, je sors de la maternité, j'ai le droit de me faire accompagner, il y a plein de professionnels différents, et je ne suis pas obligée de découvrir une mission, une nouvelle injonction, complètement toute seule. Ouais. Et ça, c'est assez dingue, parce que même une copine super... qui est très instruite de plein de choses, à la maternité, on lui a dit « Ah bah vous n'avez pas le droit aux sages-femmes de tel réseau, parce qu'elle sortait un jour trop tard ou un jour trop tôt, je sais pas quoi. » Et elle a compris, vous n'avez pas le droit aux sages-femmes. Alors elle avait déjà plus d'énergie, plus de morale, plus trop d'hormones, machin. Elle a fait « D'accord, je vais rentrer à la maison, être seule et souffrir. » Jusqu'à ce que sa sage-femme qui l'a suivie pour la grossesse se rappelle à elle et fasse « Non mais bien sûr, on avait dit que je viendrais tous les jours. » Et ça, c'est un truc hyper con. Enfin, c'est tout simple en fait, mais si toutes les femmes quittaient la maternité avec la conviction qu'elles ont le droit de se faire accompagner une fois ou 2 fois par jour, j'ai l'impression que c'est aussi un truc de solitude, au-delà de juste l'allaitement, qu'elles choisissent ou pas d'allaiter d'ailleurs. C'est comme toutes les injonctions faites aux femmes, on est censé toute seule être à la fois très sexy, très chaude, très prude, très professionnelle, mais vraiment toute seule, surtout pas d'entraide entre nous pour rigoler. Et puis si tu reprends ce que tu dis sur être sexy, très chaude, etc., moi ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai fait l'histoire, je me suis fait un vrai parallèle sur moi, en me disant putain mais en fait on était juste des reproductrices, et être femme, c'était pas du tout être mère. Et je me disais mais ouais, en fait je l'ai entendu dire copine et je l'ai dit moi-même. Moi je m'étais dit au bout de 10 jours je vais pas me laisser avoir par mon bébé entre guillemets. Au bout de 10 jours, j'avais fait une sortie avec des copines, j'ai mis une petite robe, je me suis épilée, maquillage, je suis sortie. Et j'ai dit ah ça fait du bien de redevenir femme. Putain j'allaite, je viens d'accoucher. Mais c'est mon petit rouge à lèvres et le fait de m'être épilée qui m'a fait me sentir femme. Ouais. Et puis au passage j'ai pu découvrir que de toute façon, ne pas allaiter son bébé au bout de 10 jours, et en 2 heures on a un engorgement, donc je ne suis sortie que 2 heures. Avec la grande panique, j'ai bu un verre de vin,
je vais allaiter, je sais pas. Enfin, une sortie catastrophe. Quoi. Bon, voilà, je savais pas tout encore sur, sur l'allaitement. Mais par contre, ça m'a vraiment marqué. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'est de me rendre compte qu'en faisant l'histoire. C'est vraiment de me dire, en fait, on n'était que des reproductrices, de me dire, mais Flo, ça c'est pareil, en fait, c'est ton rouge à lèvres qui te fait sentir femme. Parce qu'on l'a instauré comme ça, quoi. Ouais. Et puis du coup, on a une vraie scission. Moi, j'ai eu la chance, après, j'ai été dans des groupes de mères. Sur Grenoble, il y avait un groupe qui s'appelait Superman, qui est un petit peu moins actif, mais qui est toujours là. Et on était sur un projet incubé à Rhône-Alpia pour un label Amis des bébés. Et en fait, on était devant les jurys, il y avait des femmes avec leur bébé au sein, des poussettes. Et c'était trop bien. Je dis, mais en fait, la maternité, ça ne limite à rien. C'est la société qui nous limite. Et aujourd'hui, du coup, dans le monde de l'allaitement, quand je vais à des formations, il y a souvent des femmes avec des bébés au sein. Et c'est génial. Moi, j'aurais aimé. Ma fille avait déjà 1 an, était en crèche, donc je ne l'ai pas fait, mais j'aurais aimé pouvoir faire plein de trucs avec ma fille au sein, c'est un peu de question. Ça me rappelle une histoire, je l'ai demandé un peu à ma maman aussi, du coup, allaitement, etc. Elle a été nounou après pendant 12-15 ans. Et elle m'a dit, elle a allaité ses enfants autant qu'elle pouvait pour chacun de ses enfants. Et quand elle était nounou, elle a eu une mère qui a demandé à allaiter. Et d'allaiter, de venir à midi pour allaiter sa fille directement à la maison. Et ma mère a accepté. Et elle disait, ce qui était étonnant, c'est que toutes les autres nounous du quartier avec qui on passe un peu de temps, on échange des choses, toutes les autres, elles disaient, mais comment tu fais? Jamais j'accepterais qu'une mère vienne. Et apparemment, donc ça fait, je sais pas, l'histoire remonte à peu près à 10 ans, mais des autres mères qui étaient nounous ou nourrices qui accueillent les enfants, imposaient aux mères qui venaient déposer leurs enfants le biberon. Elles ne voulaient pas que la mère allaite. Et je trouve ça étonnant de se dire que même auprès de professionnels de l'enfance qui veulent bien être des enfants, qui s'en occupent, etc., elles-mêmes, elles bloquent les autres mères à se dire à venir continuer à allaiter ou à allaiter leur enfant. L'année dernière, il y a un collectif donc, de toutes les associations locales qui s'était monté de l'allaitement parce que la crèche de Cessiné avait interdit les maternelles. Les mères n'avaient plus le droit d'amener leur lait. Sous des idées d'hygiène qui tenaient pas debout, mais il a fallu un collectif complet pour. Et en fait, des crèches comme ça qui se mettent à interdire les maternelles, il y en a régulièrement. Et ce que je trouvais par contre fort, c'est quand j'ai visité une crèche pour ma fille, il y avait deux petits de 2 ans là, qui faisaient téter leur poupée. Et je me suis dit, mais c'est trop fort ça. Elle me dit, bah ouais, en fait, on a une mère qui vient allaiter tous les midis. Donc dans cette crèche, les bébés ne donnaient pas le biberon à leur poupée, ils donnaient ça. Donc, je trouve ça trop bien. Et ça veut dire que, oui, parce que moi je m'étais posé la question à l'histoire de la crèche de Cessiné, je me suis dit, est-ce que ça veut dire que du coup toutes les autres crèches de l'agglo autorisent le lait maternel? Oui. Voilà. Du coup, mais Cessiné aussi maintenant. Je sais qu'ils ont lâché. Ouais. Ils autorisent tous les maternelles, par contre tous au biberon. Et pas forcément formés à donner de manière physiologique. Mais plutôt à l'écoute cap. Parce que, en fait, le biberon, on a toujours l'image où on le voit comme ça en fait. Alors que pour le donner de manière physiologique, où il m'a au-dessus, il devrait être perpendiculaire à la tête du bébé, le bébé assez dressé, et on devrait faire des pauses pour que ça ressemble beaucoup plus au sein. Avec toujours une tétine 0, pour que le bébé ne soit pas trop fort. Donc il y a des manières de limiter un peu la confusion. Mais ça, c'est pas très connu. Et la confusion, ça peut être jusqu'à quel âge? C'est des très grands débats qui font couler beaucoup d'encre dans le milieu. Ça peut arriver à tout âge et ça peut arriver avec tout. C'est-à-dire même une paille où il n'y a aucun. Maintenant, moi j'étais formée par le docteur Caroline Deville et ce qu'elle défend, et je trouve que ça a plein de sens, c'est que la confusion ce serait révélateur d'autre chose. C'est-à-dire que ce seraient des bébés qui auraient un problème de succion et de déglutition qui du coup n'arriveraient pas à faire les deux. Un bébé pour qui il n'y aurait aucune problématique n'aurait pas de confusion. C'est un petit peu son idée et je trouve que ça tient la route.
Et voilà, donc un enfant qui a une confusion, moi, mon premier réflexe, ça va être peut-être aller voir un ostéo-chiro, bon, déjà retirer le problème, et faire des massages pour aller détendre toute la partie et peut-être éventuellement que ça va revenir. Et comment on sait s'il y a confusion? Et c'est quoi? Parce que j'avais dû rater une étape. Ah, excuse-moi, on n'a pas de mal à faire ça. La confusion, c'est quand le bébé n'arrive plus à reprendre le sein de sa mère parce qu'il a pris un autre copain. C'est le fait qu'il n'arrive pas à téter et un biberon. Donc c'est souvent avec les biberons, et un biberon et le sein de sa mère. On le sait parce que la production de lait de la mère va diminuer. Donc tu auras moins de couches remplies. Voilà. Donc si tu sais qu'il y a moins de lait, il y a potentiellement... Tu peux aussi le savoir, ma fille, elle fait une confusion donc avec la sucette, au lieu d'avoir un bébé. Parce que derrière le mal. Voilà, une sucette, c'est la seule nuit où il y a une sucette. Donc voilà, ça dépend des enfants. Et c'est très fréquent avant 6 semaines. Passé 6 semaines, c'est moins nombreux. Alors je travaille avec une copine qui est orthophoniste et qui me disait que en fait, la déglutition se met vraiment bien en place après 3-4 mois. Donc elle dirait même 3-4 mois. Mais du coup, chez les bébés exclusivement allaités qui n'ont jamais de biberon, et bah c'est vrai qu'après 3-4 mois, leur faire accepter un biberon, galère. Parce qu'ils ne savent pas comment faire, puis parce qu'ils n'en veulent pas. Donc voilà, il y a un peu les deux. Et c'est ce qui fait que sur certains sites, sur certains groupes extrémistes d'allaitement, c'est 0 biberon. Voilà. Tous les enfants ne font pas des confusions. Tu dis une amie orthophoniste parce qu'il y a un lien entre déglutition et apprentissage de la langue ou de la prononciation plus tard, ou rien à voir? Il peut y avoir un lien avec... en fait, aujourd'hui, on parle de plus en plus de problèmes de frein dans l'allaitement. C'est-à-dire des bébés qui ont un frein qui serait trop restrictif parce qu'on a tous des freins. Ça, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus souvent. Et donc, le frein empêche un bon mouvement de la langue. Et ça peut se traiter en orthophonie, notamment quand ça va amener les troubles de l'oralité. Les troubles de l'oralité, c'est des bébés qui ne s'alimentent pas. Un bébé, le lait maternel, s'il est au lait maternel, sa nourriture principale, c'est le lait maternel jusqu'à 1 an. Mais à partir de 6, 7, 8 mois, il doit être diversifié. S'il n'apporte aucun aliment, si rien ne passe, c'est probablement il y a un trouble de l'oralité. Et là, c'est les orthophonistes qui gèrent ça. Et t'as pas un truc aussi, moi j'ai des copines enfin une surtout, qui disait qu'en fait, même au tout début, s'il n'arrive pas à bien prendre le sein ou quoi, il y a des gens qui, tu vois, ils coupent le frein de langue, ouais, et de manière assez... Enfin, au final, on avait fini par lui dire, aux 3 personnes à qui elle avait demandé pourquoi ça marchait pas, et plein de trucs, que c'était peut-être ça, effectivement, ça a tout réglé. Enfin, mais elle dit, par contre, c'est chaud, quoi, c'est sans endormissement, il te coupe le truc du bébé, et le bébé il hurle, après il cicatrise très vite et c'est fini, mais ouais, t'as un truc, et du coup, je me dis, est-ce que ça, c'est, enfin, je sais pas, c'est fréquent, toi, On estime que c'est 30% des bébés. Ah, pour un frein de langue. Après, c'est quoi exactement le frein? Alors, un frein restrictif, parce qu'on a tous un frein. Le frein, c'est ce que tu as sous la langue. Okay. Moi, ma fille, elle a un frein restrictif, je l'ai allaitée sans me protéger. Ouais, parce que j'ai su qu'elle. Parce que, en fait, je dois sûrement avoir des seins costauds, donc j'avais pas trop de douleur. Ouais. Et puis, c'est plus tard où j'ai compris qu'en fait, si j'avais des mastites à répétition, c'était à cause de ça. Ouais, d'accord. Il y a des... Alors, il y a toujours eu des freins. En fait, au Moyen-Âge, les sages-femmes, elles avaient un espèce de gros ongles et le bébé naissait, elle passait sous la langue. Automatiquement. Voilà. Donc, c'est pas nouveau qu'on coupe les freins. Ce qu'on met en évidence aujourd'hui, c'est déjà, pour le coup, ça s'est perdu. Ouais. On suppose que ça s'est perdu justement parce que l'allaitement s'est perdu. Donc, cette technique de les couper de base, c'est perdu. Il y a des maternités où ils le font. La médecin qui nous a formés, elle disait le problème de le faire à la maternité, c'est qu'il va se reformer. Parce que c'est une petite membrane qui se reforme. Et du coup, si on ne fait pas travailler le bébé, ça peut se reformer et quand même rester serré. Mais ça va limiter la casse en quelques minutes. Moi, je vois quand même des bons résultats. Et c'est elle ce qu'elle prône. Elle fait qu'il faut préparer, c'est-à-dire passer par un ostéo, un chiro, avoir des massages qui viennent détendre. Parce qu'en fait, c'est un fascia qui va jouer sur la gorge, sur plein de choses. Et simplement, parfois, ces massages, ça va tout débloquer. Donc moi, il démarre par ça. Et si ces massages ne débloquent pas, alors on peut envisager une opération.
Et comme tu dis, l'opération, elle n'est pas anodine non plus. Donc elle est à réfléchir. Donc il y a des mères pour qui c'est insupportable d'allaiter parce que vraiment c'est trop serré. Dans ce cas-là, ils vont couper très vite. Et c'est qui diagnostique si c'est trop serré? Parce que apparemment tout le monde n'est pas hyper formé pour le constater, quoi. Et ben, du coup, il n'y a pas aujourd'hui les formations, c'est Aurélie Petitclerc et Caroline Deville à ma connaissance. Donc on est, moi quand par l'assaut, du coup, enfin pas par le biais de l'assaut, mais les gens le savent un peu, donc on va voir parfois des personnes. Moi je connais un réseau sur Grenoble. Et aujourd'hui, tu vois, on a formé un groupe, on se rend compte, on est 18 personnes formées à Grenoble, entre orthophonistes. Par contre, personne coupe. Personne n'est formé dans la coupe. À Grenoble, il n'y a personne? Non. Ouais. Si, on en a parlé à la dernière séance de PrEP à l'accouchement, et il y avait le témoignage d'une maman qui a déjà un bébé. Et par exemple, dans certaines cliniques, ils vont refuser, y compris quand l'allaitement se passe mal, que les parents sont assez demandeurs de l'opération parce qu'ils connaissaient des enfants qui ont fait plus grand et que ça a saoulé de faire plus grand. Et du coup, ils se disent, mais si, allez-y, enfin en fait, nous on est un peu d'accord pour nos bébés. Et par contre, à la mutualiste, par exemple, les pédiatres plutôt sont pro coupés, apparemment. Mais ils le font. Si le frein pose un souci pour l'allaitement, ils le proposent très volontiers dans la première semaine de vie. C'est toujours le cas. Ça l'était avant, aujourd'hui, je sais pas. Ouais, le problème nous a dit ça il y a 2 jours, mais. Ah ouais, bah c'est cool, alors c'est revenu. Et comment on voit du coup, c'est que le bébé il ouvre pas ça. la bouche? Quand tu tires la langue, ça fait de petites boules comme une langue de serpent. Ouais. Parce que les Ouais, peuvent pas aller jusqu'au bout. ça c'est un des signes. En fait, un frein restrictif, t'as vraiment. C'est énormément de signes. Le bébé tire mal la langue, la mère a mal. T'as toute une liste, mastite à répétition, manque de lait, problème de succion, etc. qui amène ça. Et on coupe à la maternité quand il n'y a pas le choix, mais idéalement, c'est bien d'avoir préparé l'opération quelques semaines avant, plutôt que de couper. À Chambéry, je sais qu'ils coupent, et après le problématique, c'est que par contre, il y a beaucoup de maternités qui vont couper que la première semaine. Plus personne ne voudra le couper après. Et dans ce cas-là, il faut aller à Lyon, à Paris, à Aix-en-Provence, à Bordeaux. Ouais. Voilà les 4 aujourd'hui que je connaisse. Mais bon, moi déjà aujourd'hui je suis pour, tu vois, j'accompagne 2 mamans où les bébés ont un frein, il n'y a pas de doute. Au début elles avaient mal et finalement elles ont eu mal 10 jours. Et c'est passé. Moi je le vois parce que je vois bien que le bébé il ouvre pas assez la bouche. Mais c'est des mères qui ont beaucoup de lait. Donc ça passe. Donc pour ça c'est pas grave. Après ce que je leur ai dit c'est à surveiller. Est-ce que votre enfant aura un problème d'oralité ou autre? Tu vois, il y a d'autres choses à surveiller derrière. Mais moi ma fille au final, pour l'instant je vais pas couper. Et je verrai quand elle aura 4-5 ans, on en reparlera en fonction des problématiques. Donc voilà. Je suis pas encore. J'attends d'avoir assez de recul. Il y a une espèce de mode autour du frein. Et vraiment, ça débloque beaucoup de choses pour beaucoup de femmes. Mais je suis quand même. Voilà, je préfère déjà démarrer par les massages. Et si ça peut améliorer et suffire, je trouve ça bien. Une opération, ça peut être traumatique. Mais il y a des mères pour qui l'opération, c'est magique, quoi. Et l'enfant aussi. Ouais, parce que si on commence par des massages et qu'après il faut aller à Marseille, c'est un peu compliqué, quoi. Pour l'instant, toutes les personnes que je connais autour de moi, elles ont toutes fait le déplacement à Paris. Dans quel sens ça peut être dramatique? De quoi? Dans quel sens ça peut être dramatique? Non, il y a vraiment des cas où que... ça ne permet pas l'allaitement. Dramatique, je ne sais pas, mais. On coupe et après il n'y a plus d'allaitement du tout, c'est ça? En fait, elle disait traumatique. Traumatique, ah oui, dramatique du coup. Traumatique. Ça dépend comment c'est fait. En fait, ça se prépare. Une phrénectomie, ça s'appelle une phrénectomie, ça se prépare. Donc le fait de masser l'enfant, ça le désensibilise, le fait de l'habituer à avoir des choses dans la bouche, le doigt avant l'opération, ça fait que du coup le jour de l'opération, comme tu disais, c'est très court. Alors c'est une douleur parce que ça va vite, mais ça dure 2 secondes et après il est au sein. Mais ça c'est valable si l'enfant il est habitué à avoir des choses dans la bouche, il a été désensibilisé. Si l'enfant il a jamais rien eu dans la bouche et que là tout d'un coup on le force à ouvrir la bouche, c'est trop. Donc c'est pour ça que ça se prépare bien dans la bouche. Mais sur Grenoble, du coup, il y a des personnes qui sont formées pour accompagner ça. Et puis, moi, je pense qu'il y a plein de cas où les massages suffisent, mais ça, c'est du coup chacun ses conditions. Ils sont en train de fermer. Allez, on reste cachons-nous. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Jamais, je ne les ai pas remis à jour, si vous avez fait il y a longtemps. Alors, je ne les ai pas touchés. Depuis 2 heures, pour moi, c'est la liste des
associations, de Grenoble et les groupes. Comme ça, on peut les prendre en photo. Ah, bah c'est pas bon, il n'y a pas à les toucher. D'accord. Ouais, c'est encore mieux. Donc voilà. Association, j'ai mis une partie de ma bibliographie, professionnelle de santé, et hop, ajoute ma carte dessus. Moi, je le tiens parce que du coup, je peux pas prendre une photo. Ah, bah vas-y, prends-le. Donc j'ai pas précisé, mais je suis aussi de la location de travail. Ah, la position de vous, ma préférée. C'est assez cool. Du coup, il avait une copine à nous qui est au même stade que nous deux. Et il me dit ah, c'est marrant, elle a dit ça 5 fois. C'est ta nouvelle phrase parce qu'elle a dit ça 5 fois dans la soirée. Non, mais toi, ça te fait du bien ou pas bien d'être debout? Le moment où on se debout est pourri, mais ça va. Mettre ses chaussures. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, moi, j'ai un Alors, truc. j'ai celle-là où il n'y a pas de lacet, j'ai juste à tirer. Du coup, je disais, je fais aussi de la location de tirer, que j'ai pas précisé au début. Ah oui, j'en fais pas tous les deux au rêve dans la pharmacie de notre quartier. Ça, et puis surtout, c'est du coup, au passage, je vais faire du conseil, mais je vais surtout vérifier que ce soit la bonne taille. Le problème des pharmacies, c'est qu'ils ne vérifient pas forcément la taille. D'accord. Donc c'est plus. Oui, et puis il n'y a pas forcément. Est-ce que la pharmacie Apprenez, voilà. Et des fois, c'est des bons modèles, des fois, on a de très bonnes surprises. Et des fois, moins. Et par contre, il faut savoir si c'est la bonne taille ou pas. Ça manque un. Et du coup, là, t'en as plusieurs qui les prennent. Ouais, Parce que j'ai pas non plus de 5